Bienvenue à toutes et à tous et merci de rallier Eden Télévision pour y suivre l'actualité. En voici le sommaire. Présentation d'un nouveau projet de financement de microcrédit aux plus pauvres dénommé le microcrédit mobile. L'annonce a été faite ce mardi matin par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. À suivre, la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer ce lundi 4 février, la deuxième cause de mortalité dans le monde. Et puis au-delà des frontières du Bénin, 7 morts et un blessé grave, c'est le bilan d'un violent incendie qui a ravagé un immeuble du 16e arrondissement de Paris dans la nuit du lundi à mardi. Bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Les opérations d'octroi et de remboursement de crédit à la population peuvent désormais se faire en temps réel, quelle que soit la situation géographique de l'opération, grâce à la plateforme de finance digitale mise en place par le FNM, le microcrédit mobile. C'est bien la bonne nouvelle qu'a apporté la ministre des Affaires sociales et de la microfinance à travers une conférence de presse dans la matinée de ce mardi 5 février 2019. L'événement a connu la présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Bintou Chabi Adam Taro et de la directrice du Fonds national de la microfinance digitale. Suivez ici le reportage de Arnaud Moriagua. Plus rien ne sera comme avant. C'est l'essentiel à retenir de cette innovation du ministère des Affaires sociales et de la microfinance concernant l'octroi de microcrédits aux plus pauvres. Cette conférence de presse a été l'occasion pour Bintou Chabi Adam Taro d'annoncer la bonne nouvelle. Le chef-d'œuvre est là. Nous devons nous en réjouir. Il a pour nom le microcrédit mobile, dont le mécanisme de mise en œuvre tranche avec l'ancienne formule où il était difficile d'affirmer sans réserve que l'argent mis à la disposition des systèmes financiers décentralisés pour être octroyé sous forme de crédit est effectivement allé entre les mains des bénéficiaires réels. Grâce à la plateforme de finances digitale mise en place par le Fonds national de la microfinance, les opérations d'octroi et de remboursement de crédit se feront en temps réel, quelle que soit la situation géographique de l'opération. Pour ce faire, des agents mobiles, qu'on appelle aussi des agents marchands, dotés de terminaux de paiement électronique TPE, sont déjà déployés sur toute l'étendue du territoire pour faire office de premier contact des SFD partenaires du FNM auprès des populations à la base, rapprochant ainsi le service des bénéficiaires et réduisant par ricochet le coût des transactions pour eux. Ce fut l'occasion pour la directrice du Fonds national de la microfinance de présenter à la presse le gilet par lequel les agents marchands mobiles seront identifiés. Toutes les fois que vous verrez quelqu'un avec cet habit, ce gilet, dites-vous, sans risque de vous tromper, que c'est un agent marchand. Au total, 9621 agents marchands mobiles dotés de terminaux sont déployés sur toute l'étendue du territoire national pour faire office de premier contact des systèmes financiers décentralisés, SFD, partenaires du Fonds national de la microfinance auprès des populations. Tous les SFD connectés pourront en toute transparence identifier et repérer les clients multiples ou surendettés. La cavalerie des clients devient impossible au sein de l'écosystème des SFD digitalisés, la base centrale étant unique. Après la présentation globale du projet par Pascal Kounou, chef service projet digital, ce fut le tour des journalistes de poser des questions. Des clarifications ont été apportées par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance aux questions des journalistes. D'un taux d'intérêt de 8,5% sur les prêts remboursables en 6 mois, ce projet de finance digitale du Fonds national de la microfinance, dont la phase pilote a connu un succès, traduit la volonté du chef de l'État, selon le ministre, de transformer à moyen terme le Bénin en une plateforme de services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest.
Dans un tout autre chapitre, la communauté internationale a célébré ce lundi 4 février 2019 la journée mondiale de lutte contre le cancer. Vous le savez, cette pathologie est la deuxième cause du décès dans le monde. Comment comprendre le taux de prévalence et quelles stratégies adopter pour contenir le mal? La réponse, bien sûr, dans ce magazine de Fréjus Seulan. Le cancer tue aujourd'hui plus que le VIH, le palud, la tuberculose et le diabète réunis. Il faut donc agir. Une alerte lancée en février 2018 par la Société africaine d'ethnocancérologie, le cancer étant devenu la deuxième cause de décès dans le monde. Les chiffres sont alarmants. Près d'un mort sur 6 est dû au cancer. En 2012, on comptait approximativement 14 millions de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas devrait augmenter de 70% environ au cours des 2 prochaines décennies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer aurait fait en 2005 et 2015 environ 14 millions de décès. En octobre 2018, le docteur Sepos Dossou, cancérologue, évoquait des chiffres tout aussi inquiétants pour le compte de l'année 2018. Avec des statistiques si alarmantes du globocancer, où le nombre de nouveaux cas en 2018 est estimé à 18,1 millions, pour un nombre de décès prévu à 9,6 millions. Pour le docteur Aveni Adjanaoun, un tiers des décès par cancer serait dû aux principaux facteurs comportementaux et alimentaires. Un indice élevé de masse corporelle, une faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation d'alcool. Sur les facteurs alimentaires, le diététicien Serge Zinvoido évoque des solutions naturelles pour restructurer le corps alors qu'on assiste à la résistance de certaines formes de cancer aux solutions thérapeutiques disponibles. En prenant des bouillons de légumes. Quel type de bouillon de légumes? Nous avons le chou, nous avons le grand morel qu'on appelle goma, nous avons le glacement. Tout ça, c'est des épinards. Les épinards, ils sont là pour construire les cellules et ramener le corps en intégralité. Il doit prendre de l'argile verte. L'argile verte, c'est de l'argile qui reconstitue les os et les cellules. Et naturellement, la date qui est son sucre, il doit totalement laisser tout ce qui est sucre, que ce soit miel, qui contient du pollen, non. Il revient à la date trempée avec du noix de Brésil qu'on appelle la roé, et c'est ça son infusion qu'il doit boire. Le matin, il va prendre des céréales à grains entiers. Les céréales à grains entiers, je prends par exemple le sorgho rouge, je prends le fonio, je prends les flocons d'avoine à 1,1 g de glucides et aussi soit 15 g de protéines pour reconstituer le corps. Parce qu'il a besoin des protéines pour reconstituer le corps. Selon le docteur Sibyl Assavedo, conseiller technique du ministre de la Santé, dans plus de 75% des cas, les cancers sont découverts à des stades 3 et 4, donc au-delà des limites d'opérabilité. Dans le cas où le traitement est possible, à peine 23% une prise en charge adaptée. Avec une inégalité marquée par un contraste entre les évacuations sanitaires coûteuses et réservées à une petite classe privilégiée, face à la grande masse de patients cancéreux qui, eux, payent leurs soins. Dans ce monde infernal de la pathologie du cancer, les erreurs de diagnostic et thérapeutique sont aussi légion. Les raisons sont multiples. Défaut de connaissances sur la pathologie cancéreuse, défaut d'un curricula de formation sur le cancer dans nos programmes de formation, l'inexistence d'un cadre formel d'analyse des cas pour une meilleure thérapeutique, l'absence de registre de cancer, le manque de protocoles opposables à tous et des recommandations spécifiques sur la manière d'organiser ou d'améliorer les services de dépistage du cancer en utilisant des ressources locales très limitées. Face à tous ces défis, le docteur Adjanaoun propose. Il est urgent d'explorer notre flore et notre médecine traditionnelle afin de trouver des solutions médicamenteuses efficaces dans la prévention, la prise en charge et la gestion des différents types de cancers. L'impact économique du cancer est aussi dévastateur.
En 2010, son coût total annuel à l'échelle mondiale a été estimé à près de 1160 milliards de dollars US. Et puis à suivre dans la suite de cette édition d'information, la promesse du chef de l'État aux 23 000 retraités béninois est effectivement effective depuis quelques jours. Le paiement du rappel de revalorisation du point indiciaire est en cours. Certains retraités bénéficiaires rencontrés par une équipe de la rédaction d'Eden Télévision confirment ici l'information. Suivez-en quelques-uns. Un petit rappel. Moi-même, j'ai été bénéficiaire de ce rappel-là. J'ai constaté une petite augmentation, même pas augmentation, c'est-à-dire un rappel. Bon, je ne connais pas le nombre de mois de rappel. En temps, la valeur indiciaire a été augmentée. Donc, vous savez, chaque agent a été payé sur tel nombre d'indices. Votre échelon correspond à tel nombre d'indices. La valeur indiciaire, c'est ça là qui a été augmentée légèrement. Ça là, on ne peut que remercier le gouvernement parce que, vous voyez, selon les informations, il paraît que nous sommes au nombre de 23 000. Donc, multiplié par 23 000, vous voyez ce que ça donne déjà. Donc, on vous doit, mais on vous paye, même si ça a mis du temps. Une fois que vous êtes encore vivant, nous qui sommes vivants, nous sommes contents. J'ai été au trésor pour la paye. Je n'ai rien constaté sur mon salaire. Le salaire est toujours stagnant, quoi. Les collègues que j'ai interrogés jusque-là, ils sont dans la même situation que moi. Bon, peut-être que, comme ils ont parlé de 2011, peut-être qu'après, il peut penser à nous. On n'a pas eu d'augmentation. Parce qu'on a été à la banque, partout là. C'est le salaire qu'on a reçu, on n'a pas eu de choses là. Mais on savait que ça devait arriver. Et on avait le cœur gros, bien chaud là, mais arrivé là-bas. Mais on sait que ça va arriver quand même. Au chapitre Société, immersion dans le quotidien de certains jeunes de l'arrondissement de Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi pour mieux appréhender les activités, les types de jeux, loisirs qui occupent ces jeunes de Glodjigbe pendant les week-ends. Une préoccupation qui a fait l'objet d'un magazine réalisé par Frédéric Espoir, Romambou et Romaric Devoshi. Glodjigbe, un après-midi de samedi. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Réunis autour d'une table, les jeunes de la localité s'adonnent à un de leurs passe-temps préférés, le jeu de pique. Pour Bertin Oussoukpevi, presque tous les jeux servent de distraction aux jeunes de Glodjigbe et environ, mais le jeu de pique semble être des plus prisés. Je dirais presque tous les jeux, mais en particulier le jeu de pique, qui est joué presque dans tout l'arrondissement de Glodjigbe. Ce qui fait la différence peut-être c'est les règles. Par ailleurs, nous voyons des gens qui jouent individuellement et par contre d'autres jouent en équipe. On se regroupe juste pour se distraire et on se regroupe autour de la table de jeu de pique. Un peu plus loin, c'est le sport de santé qui regroupe une bonne partie des jeunes, même si on y retrouve aussi certaines personnes âgées. Les week-ends, nous sommes au sport, nous faisons le sport. Parce que l'organisme a besoin d'activité physique et vu qu'en semaine, tout le monde est occupé et les allers-retours ne permettent pas de vraiment faire mouvoir l'organisme, les week-ends, tout le monde, on se regroupe pour faire du sport histoire de maintenir la santé. C'est le sport de maintien en fait. Et ce n'est pas tout. Une part belle est faite au football en ce qui concerne les loisirs, notamment ici à Adjabo, dans l'arrondissement d'Akasato. Un arrondissement qui juste celui de Glodjigbe. Amené par quelques aînés, les jeunes se donnent à cœur joie. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait réunir la jeunesse autour du football, qui est ma passion. Parce que d'abord, c'est le sport qui est une activité saine, qui permet de renforcer la santé et permet en même temps de créer un créneau de solidarité et de fraternité
entre, comme on a l'habitude de dire, dans notre quartier, entre les acquéreurs et les autochtones. S'il est clair que plusieurs activités ludiques et distractives occupent la jeunesse de cette localité, elle reste tout de même confrontée à un problème majeur, la non-disponibilité des espaces aménagés ou cadres adéquats pour se produire. Le problème éternel du Bénin. Les gens font beaucoup de choses, mais on oublie souvent l'espace pour le sport et les loisirs. Et ça fait que les jeunes ne sont pas occupés. Dieu merci, ici, nous sommes encore sur un domaine qui est en train d'être habité. Donc, de force, c'est un champ d'ananas que nous avons arrangé comme ça pour que ça devienne ce terrain. Sinon, officiellement, nous n'avons pas assez d'espace ici dans Adjabo pour pouvoir faire le sport comme il le faut. Pour le chef d'arrondissement de Glodjibé, ces espaces aménagés et infrastructures ne peuvent se dégager sans le lotissement. Or, dans le cadre de la construction très prochaine d'un aéroport dans la localité, il est exigé un schéma d'aménagement de type particulier. Ce schéma est déjà validé par les différentes communes concernées et approuvé par la préfecture de l'Atlantique. Reste à engager son application. C'est pourquoi le chef d'arrondissement de Glodjibé appelle les jeunes à la patience. Les jeunes ont leurs raisons, ils sont impatients. On comprend bien sûr leurs préoccupations, mais nous voudrions bien leur demander de prendre un peu de patience. Nous sommes à pied d'œuvre pour que la dernière étape qui consiste le lotissement, qui pourra nous permettre d'avoir des réserves pour leur trouver des espaces, ne serait-ce que pour construire les œuvres sociales les concernant. La maison des jeunes, les aires de jeu et tout ça là se réaliseront. Mais jusqu'à quand durera cette attente? Toute la question est là. Et en attendant, les jeunes de Glodjibé et environ continuent vaille que vaille de s'adonner à leurs différents loisirs. En images, fâcherie et bouderie des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, ils remettent en cause le décret de nomination des chefs d'établissement dans les universités publiques du Bénin. Ce mouvement de protestation a été très vite étouffé par la présence des forces de l'ordre sur le campus d'Abomey-Calavi. Ils y ont brûlé, ces étudiants bien évidemment, des pneus à quelques mètres du rectorat. Le feu a été maîtrisé par les forces de l'ordre présentes sur le campus. Et dans la suite de cette édition d'information, justement, dans le souci du bon déroulement de la prochaine élection législative, l'UDBN a demandé, a sollicité, devrais-je dire, une messe d'action de grâce et de prière pour la paix. Elle s'est déroulée à l'église La Mission évangélique de libération et de la vie abondante de Kwazon, dans la commune de Zakpota. Plus de précisions avec Carlo François Ngbelehento et Damien Pedro. Une forte délégation de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio était en action de grâce aux côtés des fidèles de l'église de la Mission évangélique de libération et de vie abondante Melva de Kwazon dans la commune de Zakpota. La présence de la dite délégation conduite par Edgar Soupon ce dimanche 3 février 2019 vient confirmer la ferme conviction de l'UDBN selon laquelle le Bénin ne peut prospérer sans la bénédiction divine, d'où l'importance de rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits et surtout de lui confier le déroulement des prochaines élections législatives. Et l'UDBN a recommandé donc à travers cette action de grâce de prier pour la nation béninoise, de prier surtout pour des élections pacifiques. Et c'est pour cela que cette délégation a été dépêchée pour communier avec les fidèles. Dans une ambiance pleine d'adoration et de louange envers Dieu le Père Céleste, les fidèles ont exprimé leur joie à travers la voix du révérend pasteur fondateur Félix Bossou Dioron. L'UDBN est un parti politique vraiment qui décide de lutter aux côtés de Dieu pour la paix du Bénin. Donc nous avons reçu dans cet ordre-là. C'est notre maman, Madame Claudine Prudencio, lutte beaucoup pour l'unité nationale, pour le développement du Bénin, pour la paix du Bénin. Elle veut vraiment que le Bénin regagne les nations qui sont en voie de développement.
Bâtir la nation béninoise avec Dieu, tel a toujours été le credo de l'UDBN et de sa présidente, d'où cet engagement de lutter à ses côtés pour la paix du Bénin. Je vous en parlais au sommet, l'actualité hors des frontières du Bénin. 7 personnes ont trouvé la mort et une autre grièvement blessée dans un violent incendie qui a ravagé un immeuble du 16e arrondissement de Paris dans la nuit de lundi au mardi. Le feu, dont l'origine est encore inconnue, a démarré vers 1h du matin selon les pompiers qui évoquent une scène d'une incroyable violence. Certains habitants de cet immeuble des années 70 comptant 8 étages se sont réfugiés sur la voie pour échapper aux flammes alors que de nombreux résidents ont fait appel au secours depuis leurs fenêtres. Plusieurs rues de ce quartier chic de Paris, situé à la lisière du bois de Boulogne, étaient bloquées par la police et les pompiers, a constaté donc un journaliste de l'agence France Presse. Une forte odeur de fumée flottait justement. À suivre toujours dans ce point de l'actualité sur Eden Télévision, après le monde rural, Emmanuel Macron répond pendant 6 heures aux doléances des maires et associations de banlieue. Pour son 5e débat depuis le 15 janvier, le chef de l'État français tient une nouvelle séance de questions-réponses marathon avec 300 maires responsables d'associations et citoyens engagés dans une salle municipale à Évry-Courcouronnes. Le chef de l'État a répondu en bloc aux différentes préoccupations. Le gouvernement a porté, qui a été accompagné, qui, je pense, dont la philosophie est bonne, dont la démarche est positive, et je vais essayer d'expliquer de quoi elle s'est accompagnée, mais force est de constater dans des lieux où le tissu était fragile, qui a fait souffrir. Et donc ça, il ne faut pas se voiler la face, et donc il faut qu'on accélère les mesures de compensation. Vous avez ouvert une piste, moi je suis prêt à ce qu'on la regarde, celle des emplois francs associatifs. Les emplois francs, je crois beaucoup à cette idée. Elle avait été précédemment testée, elle a été mise sous beaucoup de contraintes, c'est ce qui a fait qu'elle ne marchait pas. Là, elle ne marche pas assez parce que les gens ne la connaissent pas assez. Donc il faut faire la promotion de ce dispositif d'emploi franc. Il est aujourd'hui réservé au secteur marchand. Moi, je pense que dans le cadre de ce qui doit sortir, entre autres, du débat, qui est l'idée de dire qu'on doit booster beaucoup plus le tissu associatif dans en particulier les quartiers les plus difficiles de la République. Avoir un vrai plan d'ambition pour les petites associations avec de l'emploi franc associatif, je pense que c'est une bonne idée. Il faut aussi que nous-mêmes, et c'est là où je salue ce que vous avez dit et ce qu'a dit Mme Interman, c'est une conversion du regard. Et ça va avec ce que vous disiez et ce que vous vivez au quotidien. La bêtise humaine, je ne peux pas l'interdire même par la loi. Si vous débarquez dans un service public ou privé et que les gens, parce que vous êtes noir et que vous arrivez et ils vous disent « est-ce que vous savez lire ?», ça s'appelle de la bêtise. Je n'ai pas d'autre terme. Et donc ça, je ne peux pas l'interdire. Il faut lutter contre. Et pour conclure ce journal, un mot de la crise constitutionnelle vénézuélienne. Une majorité des pays du groupe de Lima exhorte l'armée vénézuélienne à se ranger derrière l'opposant Juan Guaidó, autoproclamé président par intérim, appelant à un changement de régime sans usage de la force, bien évidemment. 11 des 14 pays qui composent le groupe des 10 pays latino-américains ainsi que le Canada ont demandé dans une déclaration commune aux différentes nations, justement, au cours d'une réunion de crise à Ottawa, aux forces armées de Venezuela de démontrer leur loyauté au président par intérim, Juan Guaidó. En soutenant Juan Guaidó, en le reconnaissant comme président par intérim du Venezuela, nous reconnaissons et soutenons le droit du peuple vénézuélien à profiter de la démocratie. Le genre de démocratie auquel les manifestants politiques canadiens ont droit et malheureusement que les manifestants politiques au Venezuela n'ont pas. Il est impératif de garantir un flux libre d'aide humanitaire qui a pour objectif de répondre aux besoins les plus pressants du peuple vénézuélien. Nous pressons les forces armées nationales vénézuéliennes de reconnaître leur commandant en chef, qui est le président en charge du Venezuela.
C'est tout pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne soirée à toutes et à tous.